mais ils n'y perdront pas grand-chose, ça c'est sûr, en tout cas pas leur santé. T'as raison de le dire. Non, mais c'est En, pas le En cas de tous Grèce, les Français, attention, c'est pas en le cas Grèce, de tous les on a vu une Français. explosion aussi des Oui, cancers, des maladies bien sûr, infantiles, bah voilà, des enfants qui voient leurs parents détruits, qui d'un coup tombent voilà, malades eux aussi. Enfin voilà, exactement. effectivement. Ouais, ouais. Donc ça c'est vraiment lié au et on a vu en fait dès les premières semaines comment dire de janvier, hein, coup sur coup il y a eu deux actualités absolument majeures qui ne sont que le résultat, hein, de tout ce qu'on commente ici nous depuis maintenant 6 ans, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont essayé de maquiller la crise économique, la faillite des banques de par tous les moyens possibles. Ils ont acheté toutes les télévisions, radios qui nous donnent surtout la météo en disant qu'il fait froid en hiver, qu'il neige en hiver et qu'il y a du soleil en été, mais surtout pas la crise. Alors je donne un exemple typique, hein, je ne sais pas si tu l'as vu passer, c'est que IBM, hein, moi j'étais en dessous de la vérité parce que j'avais dit entre 50 et 80 000, eh bien IBM va virer, écoutez bien, 112 000 personnes là, au mois de février. Ça fait un salarié sur 4. Je ne sais pas si vous réalisez, un salarié sur 4. Et j'ai toujours dit ici, Lisande, tu es témoin, Laurent aussi, que IBM était ma boussole absolue en termes de prévision à long terme pour l'économie. Toujours. Et ça, 111, c'est 30 ans d'expérience de journalisme à 111 suivre 000, IBM, entre autres. 111 800 pour Big Blue. Voilà. C'est voilà. Ouais, on va dire 112 000. Hein. 112 000. Oui, mais, 112 mais 000. on est dedans. 112 000, voilà. 112 000. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Je crois on n'a pas idée des conséquences absolument destructrices que cela va entraîner. Parce que j'ai toujours dit ici, pour bien comprendre les réactions d'IBM, qui sont des réactions d'anticipation, hein, là, techniquement, c'est pour mi-2015 et surtout 2016-2017. Hein, c'est parce que IBM a les moyens de se payer les meilleurs prévisionnistes de la planète, les meilleurs financiers de la planète, pour prendre toujours des décisions prophylactiques sur le futur. Oui, c'est leur boulot, hein, faire des ordinateurs qui peuvent prévoir, qui peuvent aider En à plus, prévoir ils et tout. ont voilà, les ordinateurs, les gros bazars, là, Mm. les temps de calcul, etc., ils les ont. Hein. Ils n'ont pas besoin d'en acheter eux. Et alors, C'est le grand avantage de chez IBM. ils battent leur précédent record qui était de 60 000 personnes virées, c'était en 93. Là, ils doublent quasiment la mise. Hein. Et absolument, il double la mise. Alors, c'est très très intéressant que que tu rappelles cette information de 93 pour une excellente raison, c'est qu'à l'époque, donc je suivais encore vraiment à fond, j'étais rédacteur en chef notamment de France Câble et Radio, et l'actualité, j'avais vu le virage d'IBM. IBM avait pris l'option progressive de passer en mode esclavage, hein, c'est-à-dire d'abandonner la fabrication d'ordinateurs pour se concentrer uniquement sur le logiciel, hein. Et au lieu d'embaucher des ingénieurs aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc., je rappelle qu'il y a une tour IBM, hein, il y avait du moins une tour IBM à Courbevoie, hein, à la Défense, hein, qui aujourd'hui qui est quasiment vide, eh bien ils ont tout délocalisé en Inde. Hein, et que en décembre dernier, c'était en novembre ou décembre, ils ont déjà viré 50 000 esclaves indiens. Hein, voilà, boum. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent sans rien. IBM est l'exemple même de la multinationale qui a pris l'option de l'esclavage et qui va exploser en plein vol, hein, du moins en ce moment qui court des risques absolument colossaux, pour une simple bonne raison, c'est qu'ils ont abandonné totalement tout ce qui est matériel, hein. Les ThinkPad, ils les ont vendus à Lenovo. Les serveurs, il y a un an, grosso modo, ils les ont vendus également à Lenovo. Ils ont vendu tout un tas de matos qu'ils fabriquaient, qui faisaient le cœur de métier d'IBM. Et aujourd'hui, ils sont plus que dans l'immatériel, on va dire, hein, dans le logiciel. Et ben, ils vont devenir une SS2I comme les autres, IBM. Voilà. Et ils vont continuer à licencier. Donc la décision d'IBM, je referme un tiroir, la décision d'IBM de virer 112 000 personnes, dites-vous bien que les banques américaines, que les banques françaises, que les banques anglaises, allemandes, etc. vont faire la même chose. Hein, chaque fois que IBM a fait des licenciements majeurs en Europe et aux États-Unis, dans les 6-8 mois plus tard, il y a toujours une vague colossale de licenciements derrière. Toujours. Pour toi, toujours, c'est la toujours, boussole. toujours. Pour moi, c'est la boussole absolue. Voilà. Très Hein, bien, donc voilà, accrochez-vous. la boussole s'affole en tout cas, là on le voit, 120 000 personnes virées, c'est démentiel quoi. Mais en plus, on en a parlé ensemble il y a quoi? Il y a un mois et demi, je À sais chaque plus. fois qu'on fait la lecture des licenciements, il y a IBM qui va de son petit 2000, de son petit 10 000, de son petit 30 000 personnes virées, enfin de sa charrette. Non, enfin, Quoi. IBM c'est assez rare. IBM, non, c'est plus les banques, les grosses banques américaines qui y vont par charrette. Eux, ils y vont par petites touches, hein, par petites En tout touches. cas, on a ces Hein. annonces à chaque fois d'IBM qui dit oui, on va peut-être virer 5 000 d'ici 2 ans, on va peut-être virer 10 000 d'ici 3 ans. Oui, Ça revient souvent, hein, ces absolument. annonces d'IBM là. Absolument. Alors pourquoi ils virent? Tiens, justement, c'est un très bon enchaînement. Mhm. Pourquoi ils virent? Parce qu'ils dépendent intégralement de la cotation de leur action à Wall Street.
hein. N'oubliez pas, c'est très important. Pourquoi ils décident de virer tous ces gens? Pour que l'action rapporte, enfin, le cours de l'action rapporte aux actionnaires, justement. Oui, pour que le Hein. cours remonte artificiellement. Donc, en fait, ils seraient capables de se vendre eux-mêmes, de se licencier eux-mêmes, juste pour que les actionnaires, qui sont des gens, des hedge funds, des fonds de pension, des machins, des trucs immatériels techniquement, hein, surtout beaucoup de banques, voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez cette déconnexion en ce moment entre le monde, entre les places financières, entre le Dow Jones, le CAC 40, etc., hein, qui atteignent des niveaux complètement délirants. Enfin, je parle de Wall Street, hein, en l'occurrence. Hein, alors que dans la réalité, les gens, il y a 90 millions de chômeurs, enfin rien aux États-Unis. En France, on a dépassé. Ils ont beau bidouiller les chiffres comme ils veulent, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein, il y a 10-15 ans, quand l'ANPE donnait ses chiffres de chômage, c'était pour tout le territoire, y compris Dom-Tom. Hein, ils n'avaient pas catégorisé ça en. Hein, voilà. C'est absolument effroyable, quoi. Et donc je dis à nos auditeurs, aidez votre patron, si vous êtes dans une PME, aidez-le. Asseyez-vous sur vos 35 heures. Hein, c'est vraiment ce que je vous dis. Parce que les 35 heures, personne ne va pouvoir les tenir. Impossible. Impossible. Préparez-vous à passer aux 40 heures, à 42 heures. Je sais, ça paraît aberrant, mais je maintiens ça. Exactement. Pour ceux qui ont encore un boulot, aidez votre patron. N'hésitez pas à repasser de manière à ce que sa productivité, à ce qu'il puisse maintenir des prix raisonnables, parce qu'avec les charges que le Parti socialiste met sur les entreprises et sur les, enfin, je veux dire, les Français sont bouffés de tous les côtés, quoi. De tous les côtés, par des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie. Hein, je rappelle, François Hollande, il n'a jamais bossé de sa vie. Hein, cette espèce de feignant là. Il le disait lui-même à la fin des années 80, il disait ah ben, vous savez, quand on est attaché parlementaire, on vient Oui, quand on a envie. mais ça n'est jamais caché. Je pourrais rester dans mon bureau et ne rien faire, je serais payé pareil. C'est des incompétents, c'est des incompétents. Et là, on voit. Il avait l'honnêteté de le dire au moins, mais bon. Exactement, on voit que le pays est tenu par les énarques et les banquiers. Voilà. C'est QFD. Alors, pour ce qui est de l'info sur l'économie, par quoi tu veux commencer? Parce qu'on en a tellement, je sais pas par où commencer. Non, mais Lisande, attends. Oui. Justement, puisque tu parles d'info, tu as vu nulle part sur France 2, nulle part, à nouveau, je me répète, je sais, mais nulle part, 112 000 licenciements, mais c'est énorme! Ouais, j'ai entendu nulle part, j'ai juste lu sur ton blog, hein, honnêtement. Mais c'est nulle part, il le donne nulle part! D'ailleurs, le site. Et tu sais pourquoi? Pour pas faire peur aux gens. Le site que tu donnes en source, c'est Cult of Mac, un site. Il y en a partout, voilà, Steve Davis, sur le site anglais, j'imagine. Partout, il y en a partout. J'imagine. En tout cas, voilà, c'est sur la presse spécialisée, mais la presse hors informatique n'en parle pas, n'en dit pas un mot. Ouais, même Fox News, hein, ces bandes d'enfoirés de Fox News, hein, ils le disent pas non plus, hein, ils se gardent bien, hein, ils sont au service des banques. Hein, Fox News en même temps, qui attend une info de la part de Fox News encore aujourd'hui. C'est NBC, hein, c'est NBC qui appartient à General Electric, hein, voilà, qui a racheté Alstom, etc. Hein, ne vous étonnez pas qu'ils ne donnent pas d'informations. Hein. L'information a été vendue aux banquiers. Hein, les banquiers ont pris le contrôle D'ailleurs, on l'a vu même là récemment. Hein, Libération, l'Express et je sais plus, Télévision Juive ou Télévision Israël, je sais pas quoi. Israël 24. Israël 24, un truc comme ça, se mettent ensemble dans un pool grâce au patron de SFR. C'est génial. Ouais. C'est génial. Avant, Libération appartenait à Rothschild, maintenant c'est toujours techniquement, hein, je l'avais déjà dit ici il y a 2 ans, c'est quand même absolument scandaleux qu'un journal, quel qu'il soit, je veux dire qui appartient comment dire, à un étranger, en l'occurrence qu'il soit allemand ou israélien, hein, mais qui ne vienne pas nous donner de ce qu'on doit faire de notre politique nucléaire. Hein, parce que je pense qu'un journal, hein, Tel Aviv News, hein, s'ils avaient donné Israël doit abandonner sa défense nucléaire, je pense qu'il y aurait des sérieux, la rédaction aurait explosé, tu vois. Hein, voilà. Non mais c'est toujours, hein, nous on est en France, on est très bon à se vendre aux autres, hein. C'est excellentissime ça. Donc là c'est l'Express Libération qui vont passer effectivement entre les mains de quelqu'un qui a choisi d'être déchu de sa nationalité française. C'est-à-dire il aime tellement pas la nationalité française qu'il a choisi qu'on lui retire cette nationalité. Non mais le mec publie en France, non mais c'est génial, le mec publie des news politiques en France avec des journalistes qu'il paye lui-même pour donner les orientations. Hein, mais voilà, une bonne raison de boycotter l'Express et Libération. Hein, s'il en fallait. De toute façon, on a vu qu'il donnait. Il faut qu'il l'achète encore. Ouais. L'autre avec son slip là autour de son cou. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est entendre Christophe Barbier devrait être maintenu à la direction. Bah oui, tu m'étonnes. Ça fait des années qu'il a déjà un discours complètement. Ça fait des années qu'il cire les pompes des libéraux. Hein, ça, voilà, on l'a vu. Nous, on va le laisser au pouvoir. Bah, oui, on va le laisser. Voilà. Rappelle-moi de mettre le porte-jartel de ma copine autour de mon cou rouge. Non, tant qu'à faire. Non, mais moi aussi, tiens, je devrais faire ça. Tu vois. Le mec, parce qu'il fait ça uniquement. Soutien-gorge rouge. Voilà, un soutien-gorge. Non, parce qu'il fait ça uniquement pour, tu sais, pour qu'on le repère. Tu sais, c'est un repère média visuel. Hein, c'est un gimmick. C'est un gimmick visuel. Exactement. Hein, l'écharpe rouge, on le reconnaît. Même si on connaît pas son nom, on sait, ah oui, c'est le gars avec l'écharpe rouge. Oui, alors je rappelle pour nos auditeurs qui ne le savent pas que la raison pour laquelle il porte cette écharpe rouge, c'est parce que c'est Carla Bruni qui lui a offert. Oui. Voilà.
Oui. Non mais, Ouais, non mais tout est dit. moi j'ai pas la prétention non mais en plus non mais imagine toi à l'antenne expliquer aux gens, je porte une écharpe que m'a offert Madame Chirac, tu vois. Ouais, ouais. C'est Julie Gaillet qui m'a offert cette Ouais. petite cravate que je porte. C'est ça. Non, déjà, déjà, où est l'indépendance de l'information là, entre nous? Non mais ça fait longtemps effectivement. Voilà. On se souvient de Philippe Val puisque Charlie Hebdo a fait l'actualité récemment. Je sais pas si t'as vu ça. Philippe Val qui était très ami aussi avec le couple Carla Nicolas qui s'était fait nommer à France Inter. Où où l'indépendance des médias publics Ouais, là-dedans ouais. aussi. Voilà. Ouais. Et qui a dégommé, bien entendu, l'humoriste là. Oui, Guillaume et Porte à l'époque. C'est les mêmes mecs, tu sais, qui te donnaient, tu sais, qui étaient dans la gauche résistante, tu sais, une fois qu'ils te donnent le pouvoir, c'est les pires fachos, tu vois. Comme quoi, les mecs d'extrême gauche, en fait, sont les vrais fachos. Je l'ai toujours dit ici, hein, Ouais. l'extrême gauche, hein, c'est les vrais fascistes. Hein, Les voilà. néoconservateurs sont nés du trotskisme initialement. Donc, Alors justement, tiens, puisque alors l'un de mes délires à nouveau est devenu réalité, hein, tu l'as vu, parce que ça fait partie de nos délires avec Laurent, entre autres, qu'on avait abordé maintes fois depuis au moins 4-5 ans. Alors je sais pas si tu le vois, alors parce que là j'ai tellement de feuilles sur mon bureau. C'est en fait, voilà, le parti, le parti socialiste veut vendre les œuvres d'art de la France pour payer la dette. Tu as vu ça? je l'ai, oui. 2015 commence très fort. C'est génial, ça date du 3 janvier. Le PS veut vendre le 3 janvier, en plus, date symbolique. Ouais. Qui veut vendre donc les œuvres d'art de la France pour payer la dette, bien Oui. sûr. Ça, c'est une très très bonne idée. Hein. Ouais. C'est un rapport parlementaire qui a été publié le 3 janvier, pas innocent comme date, et publié sur BFM Business sous la plume de Patrick Coquidé, intitulé "Et si l'État vendait des œuvres d'art des musées pour investir?" Ah bah, quelle bonne question. C'est très intelligent, mais Ouais, vraiment là. bien sûr. Bref. Rien que le titre devrait vous hérisser les cheveux. Je vous avais toujours dit que ces pétutes de politique finiraient par vendre la Joconde et le château de Versailles. Et bien là, vous avez la publication technique qui ouvre les portes de la grande escroquerie de la planche à billets américaine et japonaise. Et européenne maintenant. Et européenne, évidemment. C'est à l'époque où on écrit ce papier, ce n'était pas encore le cas, mais on va en parler évidemment, des 1100 milliards. Donc voilà, la banque à billets américaine, japonaise, européenne, auquel nous sommes soumis. Jugez-en. Donc là, on cite le rapport. Un rapport parlementaire qui vient d'être rendu public met en lumière le nombre très élevé d'œuvres d'art entassées dans les réserves des musées et jamais exposées. Certaines d'entre elles pourraient être vendues pour dégager des moyens financiers. Un sacrilège ? Et si l'État ou les collectivités locales vendaient des œuvres d'art entassées dans les réserves de leurs musées pour en acheter d'autres, ou tout simplement dégager des moyens pour investir, voire se désendetter. Donc, c'est quand même étrange cette question qui arrive juste pile poil à ce moment-là. mais Le 3 janvier, quand il n'y a personne. la façon dont la question est posée. Ouais. On pourrait vendre pour en acheter d'autres, ou pour investir, ou même, pourquoi pas, pour se désendetter. On voit que c'est évidemment la troisième proposition qui est mise en avant. Mais hein. évidemment, Voilà, mais c'est un truc masqué ça. C'est c'est- télécommandé ça. Ça c'est typiquement télécommandé. La preuve c'est que c'est sorti le 3 janvier, en plus c'est sorti sur BFM. BFM qui te donne jamais d'informations, c'est génial. BFM Business. BFM, BFM que Business. personne ne regarde. Oui, voilà. Que personne ne regarde, à part de la marche. Ouais. Oui, c'est ça, la part de la marche. Donc, dans le tout récent rapport de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Guillaume Serrouti, le patron de Softbee France, n'a pas hésité à évoquer cette hypothèse, même s'il n'est pas totalement désintéressé par le sujet. Bah oui, c'est le patron de Softbee, donc forcément, c'est lui qui va... C'est pas juste un hasard ça. C'est juste un hasard. C'est lui qui va se faire une commission de 10% sur les œuvres vendues, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... il y est pour rien. Je rappelle, c'est le gros groupe anglo-saxon, principalement, je sais plus si c'est anglais ou américain, peu importe. Hein, comme par hasard, ils veulent mettre la main sur les toiles, les œuvres d'art, les sculptures françaises. Mais comme par hasard, je trouve que c'est une très très bonne idée de faire ça. Oui, évidemment. et surtout publié le 3 janvier, je rappelle. Softbee, c'est donc une société internationale de vente aux enchères, le plus ancien du monde, nous dit Wikipédia. Donc ils sont basés à Londres. Donc Softbee France, voilà, qui n'hésite pas à évoquer l'hypothèse, même s'il n'est pas totalement désintéressé du sujet. Mais d'autres avant lui avaient estimé que le principe de l'inaliénabilité des œuvres d'art des collections publiques inscrites dans la loi Musée de 2002 devait être assoupli, une façon de gérer de manière plus dynamique les collections des musées. Là on est dans la novlangue, hein, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et pour vous montrer qui pilote en arrière-plan ce rapport, regardez bien la suite. Les musées américains par exemple peuvent se séparer de certaines pièces de leur collection et les revendre sur le marché. Bref, sous prétexte que le MoMA de New York a vendu quelques toiles, c'est le prétexte d'obliger les musées français à en faire de même. Exactement. Voilà. Pour le grand bonheur des salles de vente anglo-saxonnes. Lisez bien cet article, c'est vraiment très très intéressant. Il donne des bonnes raisons de vendre toutes les réserves sous prétexte qu'elles ne sont pas exposées. Après le vol de l'or des pays souverains, la bête à 7 têtes a décidé de s'attaquer aux œuvres d'art. Pourquoi ?
parce que cela permet aussi des artifices comptables encore plus fous qu'avec les fausses estimations actuelles sur l'immobilier. Exactement. Là, soyons très très vigilants, car c'est une nouvelle spoliation qui se prépare. Merci dans tous les cas à ces parlementaires français non nommés qui ont passé quelques jours à New York aux frais de la princesse pour établir ce rapport préparant un nouveau grand vol légal des Français sous le vrai prétexte de repayer une dette émise en photocopieuse. En plus. Et si on avait encore un doute sur la loyauté des parlementaires, eh bien là leur traîtrise est clairement exposée, c'est-à-dire donc sur BFM. Voilà, sur BFM, pour une fois qu'ils donnent une info. Mais c'est pas par hasard. BFM Business. BFM Business. Et là, moi, je reviens sur Monsieur Cerutti. D'abord, il est le patron de Sotheby. D'abord, alors Monsieur Cerutti, excusez-moi, vous êtes un enfoiré. Et puis en plus là, ça me permet de l'habiller pour l'hiver. Elle est bonne. Donc c'est. Est-ce qu'il a un rapport d'ailleurs avec la célèbre remarque? Peut-être bien. Hein. Non, mais attends. Non, mais il défend les intérêts de Sotheby, qui est une société anglaise. En quoi Monsieur Cerutti doit être pris en compte dans un rapport parlementaire qui concerne la France? Je rappelle quand même que les parlementaires français sont censés défendre les intérêts des Français. Alors là, déjà, rien que ça, rien que le fait de prendre Monsieur Cerutti, hein, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui pue dans cette affaire. Et moi, je demande à nos auditeurs d'être extrêmement vigilants. Je sais qu'il y a pas mal de galeristes qui nous suivent, hein, donc vraiment de faire très très attention sur les mouvements, parce que là, c'est une grande spoliation qui se prépare, hein, vraiment. Et d'ailleurs, moi, je pense que les musées là en Arabie Saoudite, le Louvre en Arabie Saoudite, c'est déjà une spoliation, entre nous sonnés. Oui, c'est une spoliation parce que ils n'ont pas construit leur musée pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? On va leur dire tiens, vous nous ramenez les œuvres, on va vous en prêter d'autres. Hein, on a déjà parlé il y a un mois exactement. Tu as vu? Et ça c'est tombé juste après. D'ailleurs, pourquoi on ne nous propose pas simplement de les prêter, ces œuvres qu'on a dans les réserves? À la limite, on pourrait les prêter contre de l'argent, les récupérer ensuite. Bien sûr. Voilà, ça s'appelle location. Hein, voilà, la location. Et on le fait d'ailleurs déjà en France. Hein, c'est déjà fait depuis longtemps. Les musées, négocier avec d'autres musées pour cela. Donc pourquoi ne pas continuer là-dessus? Ça rapporte déjà de l'argent. Tandis qu'une œuvre qu'on a vendue une fois, on peut plus récupérer d'argent dessus après. Une fois qu'elle est vendue, c'est fini. Elle part en collection privée, on la revoit jamais. Voilà. Donc, et comme tu le disais, il faut faire attention aussi à la manière dont on va estimer ces œuvres, parce qu'on le voit en Grèce, la société, le TAIPED, qui s'occupe de gérer la privatisation en Grèce, sous-estime le prix d'îles. Notamment, il y a une île qui avait été estimée, je crois de mémoire, à 900 millions d'euros. En réalité, une étude indépendante a prouvé par la suite que l'île valait au minimum 3 milliards d'euros. Ouais. Donc, on a vendu une île pour 3 fois moins que sa valeur, sous le prétexte de relancer l'économie grecque, alors qu'en réalité, on va construire des hôtels particuliers, ça va appartenir à des privés qui vont eux s'enrichir, mais les Grecs n'en verront pas un centime. Donc on est dans la même chose. Si demain on nous dit oui, on va vendre 500 œuvres du Louvre, qui va aller vérifier que les œuvres vont être vendues au bon prix aussi, et qu'on va pas ainsi permettre à des gens comme Monsieur Cerutti, comme Monsieur Pinault, de se rincer finalement en récupérant des œuvres à bas prix sur ce qui appartient à la France aujourd'hui. Encore, je ne jetterai pas la pierre à Monsieur Pinault, parce que Monsieur Pinault, c'est un des rares grands industriels et milliardaires à continuer l'œuvre des grands banquiers de l'époque, hein, des Médicis et compagnie, qui, moi je rappelle que Florence aujourd'hui, et même Paris, même les grandes villes d'Italie ne seraient pas ce qu'elles étaient si justement tous les richissimes n'avaient investi leur fortune dans les peintures, les sculptures et les œuvres d'art. C'est quand même très important. Oui, mais ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Est-ce que Jeff Koons c'est du niveau de Léonard de Vinci? Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Jeff Koons, non, c'est vraiment certainement pas, mais c'est la manière dont les médias les montent. Est-ce que Charlie Hebdo mérite 7 millions d'exemplaires? Je crois pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il en méritait 100 fois moins ou 10 fois moins la semaine d'avant. Il était en faillite. Voilà, il était en faillite. Il était en faillite. On est passé de 60 000 exemplaires à 7 millions en une semaine, quoi. Donc, voilà, d'ailleurs, je voudrais démentir une information, parce que tu ouvres le sujet. Je voudrais démentir parce que je l'ai vérifié. En aucune façon, c'est un journal hollandais qui s'est ramassé là-dessus, qui manifestement, qui avait compris que Charlie Hebdo était, qui avait donné l'info comme quoi les Rothschild avaient acheté Charlie Hebdo. En fait, non, ils n'ont pas compris. Hein, parce que Charlie Hebdo s'est installé dans les locaux de Libération et que eux, ils ont été restés au fait que Rothschild était propriétaire de Libération. Donc ils ont. Oui, j'avais vu cette info, mais j'avais pas réussi à la vérifier. Voilà, donc que l'affaire soit entendue. Hein, voilà. Donc Charlie Hebdo n'a pas été racheté par Rothschild en décembre dernier. Non, ils ont juste été rachetés par le ministère de la Culture. Oui, voilà. Ouais. Fleur Pellerin qui a dit on va se débloquer. On va leur donner 1 million. Rien. Non, mais c'est extraordinaire. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux. Mais il n'y a pas d'argent sinon. Hein. Les caisses sont vides.
Alors tiens, justement, première semaine de janvier, c'est très intéressant ça, parce que ça beaucoup de nos auditeurs connaissent, hein, Donatello, hein, le voyagiste, hein, c'est parce qu'ils avaient un catalogue, enfin un catalogue genre 100, 200 pages ou 300 pages, épais comme ça, sur tous les séjours, voyages que tu peux faire en Italie, culturels, etc. Donatello, c'est quand même, ça fait 20 ans que ça existe, hein, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, Donatello était en cessation de paiement, voilà. C'est la technique utilisée pour passer sous les radars, se déclarer en cessation de paiement le 30 décembre. Hein, à 2 jours du réveillon. Hein. Ce fut le cas pour l'abattoir AIM et c'est aussi le cas pour Donatello, l'un des plus célèbres tour opérateurs français dans le monde. Voilà. La raison est la même, la crise a frappé si fort que les Français ne peuvent plus se payer des vacances. Les dirigeants de Donatello, ayant écouté les promesses bidons des politiques, UMP et PS, plus ministre des Finances, n'avaient pas jugé utile de réduire la voilure à l'époque, hein, ni de mettre en place des procédures anti-crise en béton. Et comme d'habitude, la banque a refusé un découvreur arrangeant. Voilà. Résultat des courses, toutes les compagnies aériennes qui fournissent des sièges à Donatello ont donné des ordres afin que plus une seule réservation ne soit acceptée de leur part. Les 8 agences en France et les 50 personnes qui travaillent auront des conséquences dramatiques sur l'industrie si Donatello ne réussit pas à se sortir de ce blocage financier. Voilà ce qu'apporte à tous ceux qui croient, les politiques, et regardent les économistes menteurs sur BFM VC. Voilà. C'est dans Tourmag et Quotidien du Tourisme. Et je remercie notre lecteur Sébastien. Voilà. Que je connais d'ailleurs. Voilà. Non, non, mais c'est fou. Et d'ailleurs, dans la même semaine, alors je ne sais pas si tu vois, il y avait un article dans le quotidien où je sais plus trop, Sébastien aussi me l'avait signalé. Je l'ai traité, ça concerne Cyprus Airways, la compagnie aérienne chypriote, où je disais que c'était, donc je donne l'information, pardon, que c'était en. Oui, je l'ai, faillite imminente de Cyprus Airways. Ouais. Air Journal a écrit le 2 janvier 2015 que Cyprus Airways, la compagnie nationale donc chypriote, est sous le couperet de l'Union européenne, qui ne veut, entre autres, aucune compagnie aidée par un gouvernement. Du coup, elle va à sa faillite, merci Bruxelles, car jusqu'à présent, Cyprus Airways n'a tenu le coup que grâce aux aides de l'État chypriote. Anticipant la faillite de Cyprus Airways, les autorités boursières vont retirer le 13 janvier 2015 les actions de la compagnie de la bourse de Chypre. Cyprus Airways est sous la menace d'une amende massive de la part de la Commission européenne qui pourrait atteindre 80 millions d'euros. La compagnie, qui emploie environ 500 personnes, pourrait être contrainte au dépôt de bilan si elle devait rembourser les sommes concernées. Alors ça y est, elle s'est mise en... Ça y est, elle est en faillite, hein, c'est officiel. Ça veut dire en faillite, ça veut pas dire forcément qu'elle va disparaître, hein, mais qu'elle va être rachetée par Dieu seul sait qui, hein, ou enfin en général par ou Ryanair, ou enfin je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui étaient intéressées. Oui, effectivement, voilà, merci à Corsair, lire le très bon article d'Air Journal sur le sujet. Vous voyez à quoi sert l'Union européenne à supprimer tous les services publics afin de les privatiser par majoritairement des compagnies anglo-saxonnes. Et oui, alors, M. Rohrbacher ajoute une info intéressante. Il a remarqué que le président d'AirAsia, la compagnie dont l'avion vient de se crasher, a vendu, il y a une semaine, 850 000 actions. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a un délit d'initié là-dessous, c'est-à-dire sur Infowars, le site d'Alex Jones. Moi, ça me rappelle aussi le numéro 2 de la CIA qui avait vendu les actions des compagnies victimes du 11 septembre, la veille du 11 septembre. Hein, c'est dans le livre Black Masters notamment. Voilà, autre délit d'initié célèbre. Alors justement, alors pendant que il y a quand même un truc assez extraordinaire, c'est que pendant que c'est ça que j'ai vu, c'est qu'au moment de Noël, parce que c'est marrant de venir, c'était vers le 23 décembre, si mes souvenirs sont bons, 23 ou 24 ou 22 décembre, BFM VC vous faisait des directs live devant le traiteur d'un supermarché. C'est le mec qui te vend, tu sais, du pâté, du jambon, etc. Les mecs ils te font un direct live devant le traiteur. Tu vois, moi c'est du jamais vu pour moi. Là, je crois que là on a franchi un cap tout à fait extraordinaire. Les chaînes d'infos. Moi j'aime bien les traiteurs, mais enfin bon, de là à faire un direct live pour nous expliquer que les Français achetaient des trucs pour préparer le repas de Noël, tu vois, je sais pas pourquoi, mais on s'en était douté, tu vois. Non, mais BFM, c'est son spécialiste de ça. Nous sommes ici devant la boucherie où les Français achètent leur viande pour Noël. Ouais. Oui, on s'en fout complètement. C'est direct de chez le boulanger, tu sais, les Français achètent leur pain. Les Français achètent leur pain ici, Gérard. Alors, en même temps, le Télégraphe de Londres, lui, nous apprenait qu'un trader Forex était porté disparu après une monumentale escroquerie de Ponzi était mise à jour. Voilà. Joe Lewis, 59 ans, et donc fait l'objet d'une enquête de la police pour à peu près 200 millions qui ont disparu des comptes des clients, tu vois. C'est le mec qui s'est barré avec 200 millions. Qui était sur les comptes clients, mais qui n'existe plus. Et voilà. Donc, alors, Monsieur Lewis
a admis que sa compagnie, GL Trading, a cessé de fonctionner véritablement en 2009, donc juste après l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, hein, voilà. En fait, il a continué à faire exactement comme Madoff, en fait, hein, voilà. Et donc, il a continué à prendre l'argent des clients pendant les 5 années suivantes. Un beau vieux schéma de Ponzi, voilà. Dans une tentative de rembourser les clients précédents. Ah oui. Hein, voilà. Il le dit, hein, il est honnête. Il est honnête au moins, oui. Sur des trucs de l'information, il est honnête. C'est assez génial. Donc, vous voyez bien que depuis le 29 septembre 2008, justement, tout le monde, quand je dis tout le monde, les banquiers, les assureurs, etc., tout le monde fait semblant, surtout les banques et les assureurs. Ils n'ont pas, et lui, comme ce trader, ils n'ont pas osé se mettre en faillite. Et donc l'arnaque a continué jusqu'à aujourd'hui. Je vous avais dit la semaine dernière que les traders cherchent à tout prix à sortir de leur position, mais en catimini, afin qu'ils puissent trouver un pigeon pour acheter leurs actions. Lui, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Voilà. Donc ça, c'était, j'écrivais ça le 22 décembre. Hein, je disais, soyez prêts. Bah, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé 15 jours ou 3 semaines plus tard? Hein, tous les mecs de Forex qui n'ont pas été décimés dans les dernières semaines de décembre ont été décimés à la mi-janvier, tu vois. En même temps, le Forex. Tchernobyl. Le Forex, il faut avoir envie de se faire plumer pour y aller, on a envie de dire. Avec tout ce qui se passe. Mais tu sais, c'est pour ça que j'avais surnommé le magazine Investir, j'avais surnommé se faire plumer magazine. Hein. Se faire plumer magazine. Le rédacteur en chef, Monsieur Goudron, tu sais. Monsieur Goudron, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Non, mais c'est absolument extraordinaire. Tiens, à propos d'assureurs. L'assureur Allianz. C'est ça. Moi, j'ai l'assureur Allianz condamné pour avoir gardé les centaines de millions d'assurance vie. Bah, vas-y. Votre banque ou la Poste va absolument vous vendre une assurance vie. Bah pourquoi? Parce que 2 sur 10, voire plus, ne sont jamais versés. La banque ne cherchant pas à retrouver le bénéficiaire, évidemment. Bah, attends, mais tu déconnes là. Elle n'est pas la première à se voir infliger une amende. CNP, l'assureur de la Poste, est un grand spécialiste du genre. Oh, bien peu de choses, mais Allianz n'avait pas besoin de cela pour améliorer son image d'assureur qui prend l'argent et ne rend aucun service d'assurance en échange. Oui, c'est le principe de l'assurance, des compagnies d'assurance. Bah oui, on est d'accord. Les Échos ont rapporté le 22 décembre, le gendarme de la banque et de l'assurance n'aime pas les compagnies qui traînent les pieds pour retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réclamés. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, vient en effet d'infliger à Allianz Vie, filiale de l'assureur allemand, une amende de 50 millions d'euros. Il s'agit de la sanction la plus lourde prononcée par le régulateur des assurances. Dans sa décision en date du 19 décembre 2014, la commission des sanctions de la CPR, organisme indépendant adossé à la Banque de France, souligne que ces sanctions répriment essentiellement le fait que, jusqu'à une date récente, Allianz Vie n'avait pas adapté son organisation et ses moyens aux nouvelles exigences d'identification des assurés sur la vie décédée et de recherche des bénéficiaires qui ont résulté de la loi du 17 décembre 2007. Le mec, il est mort, il va pas téléphoner à son assureur pour le dire « Attendez, je suis mouru, tu vois. » J'aimerais que ma famille perçoive mon assurance vie, s'il vous plaît, je viens de décéder. C'est bête, hein. Ouais. Mais peut-être qu'Allianz disait ça, mais on attendait un coup de fil, on attendait une lettre, on attendait à recommander quelque chose, quoi. Appelez le numéro vert. C'est ça. On a un numéro vert disponible pour tous les gens décédés, ils peuvent nous appeler. C'est le téléphone de l'au-delà, tu sais. Voilà. Il faudrait que Allianz, là, ils prennent un médium, là, tu sais. Oui, je viens d'avoir un accident de voiture, je viens de décéder, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais que dans le film, là, comment ça s'appelle, avec Whoopi Goldberg, là. Je suis pas sûr d'avoir vu ce film. Tu sais, c'est un mec qui est tué dans la rue, puis ensuite il est de l'au-delà, mais il part pas en fait de l'autre côté, et puis il reste pour identifier ses assassins. Et il y a une médium qui est jouée par Whoopi Goldberg, et c'est Maurice Jarre qui a fait la musique. Je me souviens plus du. C'est avec Demi Moore. Il y a la fameuse scène là, de l'argile. Bref, restons sérieux. Non, très très bon film. Hein, c'est Ghost, tout Ghost. simplement. Ah oui, c'est Ghost. Voilà. Ghost, non, parce que je savais pas s'il y avait un titre français. La scène de l'argile, là, ça m'a parlé. Ah, tu vois. Coquin va. Une des scènes les plus sensuelles du cinéma américain, on peut le dire. Oui. Alors, parlons de pas sur autre chose. Alors, tu disais, tu voulais parler des assurances. Non, mais attends, juste une chose, je vais passer. N'acceptez à nouveau, j'ai écrit ça, je vous le rappelle, donc ça c'est. Ah oui, à la fin. Si vous avez un sinistre quelconque, n'acceptez pas l'expert que vous envoie votre assureur. Jamais. Jamais. Prenez un assureur, un expert d'assuré, à vous. Hein, en plus, je vous signale que dans votre contrat, il est prévu que si vous prenez un assuré à vous, il est payé par votre assureur.
Hein, voilà. C'est vous qui choisissez votre assureur. Ne laissez pas votre assureur choisir, enfin envoyer le sien quoi. Hein, vous êtes sûr que vous serez lundi sniqué. Hein, c'est obligatoire. Oui, son but c'est de faire en sorte que l'assurance dépense le moins possible. Donc forcément. Même j'ai eu un cas extraordinaire. Attends, la fille, j'ai failli l'acheter quoi. Une espèce de morue là qui était venue, mais c'était horrible quoi. Dans le genre, tu sais, elle se faisait tout juste si elle se donnait la peine de venir te voir, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Bon, faisons vite, j'ai un repas après. Hein. Oui, faisons vite. Hein. Faisons vite, s'il vous plaît. Voilà, donc bon, on vous doit 200 euros, tu vois. Oui. Hein, j'ai pris un expert assuré, on a récupéré 3000 euros. C'est quand même pas la même chose. Hein. Oui, et en plus, donc tu disais, c'est l'assureur qui doit payer l'expert. Absolument, venir, absolument. Donc, hein, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Bref, tout ça pour résumer que les assureurs sont des enfoirés de première. Hein, c'est pas nouveau, mais là vous le voyez. Hein, parce que 50 millions, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'ils ont volé. Oui, c'est ça. Excuse-moi. 50 millions, bah ils disent ok, on pardonne. accepte. Oui. Tu imagines? Incroyable. Oui. 100 000 mecs dont tu retrouves pas, à qui tu dois entre, je sais pas, 200 000, 400 000 euros. Fais le compte. 50 millions, c'est rien. Oui. Et surtout, ces 50 millions, ils vont aller dans les poches de cette autorité de régulation des assurances. Mais est-ce que les gens qui ont été floués vont, eux, voir l'argent qui ne leur a pas été donné? Ça reste à voir, ça. Non, mais c'est très marrant que les autorités de contrôle des assureurs, en fait, ils font semblant de bosser de temps en temps. Tu vois, ils te font une action comme ça, tu vois, pour montrer qu'ils existent, hein, qu'ils font leur boulot, puis le reste du temps, ils dorment, quoi. Hein, voilà. C'est ça la réalité. Comme l'autorité de régulation des marchés en France aussi, pour ce qui est des marchés de bourse, etc. Voilà, l'AMC, on sait qu'ils font pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, L'AMF, pardon. Justement, alors, tiens, abordons les morts de banquiers. Alors, il y en a eu un cette semaine. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo. C'était quand? C'était vendredi d'avant, et je disais qu'on aura d'autres suicides de banquiers. Ben, ça n'a pas loupé. En fait, le jour d'après, où j'ai fait la vidéo, on en a eu un. Tu l'as au début, je sais pas si tu peux le trouver. Alors, je vais trouver. Il y a beaucoup de suicides dans cette revue de presse, malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est des banquiers, des policiers. C'est très bizarre. Oui, Hein. banquiers, policiers, pompiers. Banquiers, policiers, gendarmes. Il y a gendarmes aussi. J'en vois un là du 22 décembre. Est-ce que c'est ça? Ouais, vas-y. La mort de Monsieur Bobard de la Bobard Bank, quelque peu effacée celle de Monsieur Thieu Linen, un autre banquier d'ING qui était porté disparu et qu'on vient de retrouver dans une voiture au fond de l'eau en compagnie de son épouse. Paix à leurs âmes, évidemment. Il va de soi que la police parle d'un suicide, pas d'un créneau raté. Lire ici K et ici le Télégraphe. Merci à notre lectrice. Le nombre de banquiers morts chez ING commence à se rapprocher du score de la JP Morgan. Normal, c'est une banque qui a été sauvée 2 fois par le gouvernement. Ah bah tiens, justement, le suicide dont j'ai parlé ce lundi remonte tout au début de la revue de presse. C'est également un banquier de ING qui est mouru. Hein, il s'est suicidé. Alors lui, c'est tu l'as? Là, c'est encore Non, il faut que tu remontes. Policier. Non, là tu es en train de descendre. Tout en haut. Non, remonte tout en haut. Non, enfin, en général, on remonte en haut par définition. Oui. Encore. Alors, suicide de pompiers, de gendarmes, il y a décidément beaucoup Regardez. de... Peut-être qu'il n'y a pas le mot... Non, cherche ING, c'est plus simple. Okay. ING. Et donc, c'était un banquier extrêmement célèbre en Hollande, hein, je précise, parce qu'il sortait avec une actrice de télé, tu vois, enfin de feuilleton télé très connu dans le pays. Et donc il avait techniquement tout. C'était un joyeux drill, paraît-il, selon ses collègues. Hein, j'ai mis son profil LinkedIn hein, en ligne. Et eh bien, il a été retrouvé mouru chez lui, chez suicide, où il était responsable des marchés et des produits risques. Hein, voilà, et il venait de différentes banques. C'est tout en haut là, t'es vraiment trop bas. Vas-y, remonte. Elle est immense. Page up. Ah bah attends, c'est pas l'information qui manque. Hein. Ah non, ça c'est clair. Il y a même un peu trop d'infos là pour retrouver le... Non mais c'est la liste des licenciements qui malheureusement... Vas-y, descends maintenant, ouais. descends. Voilà. On va voir la recherche. Page down, voilà, doucement. Hein, voilà. Ah bah non, je sais pas comment tu fais toi. Moi je ne sais pas, ça remonte. Avec ING, il y a beaucoup de choses en fait. C'est ça bon, bref, problème. Écoute, en tout cas, je peux te dire que c'est dans cette semaine-là. Hein, donc là, t'es trop bas. Et voilà, donc on l'a retrouvé et c'est absolument pas normal parce que son entourage ne le voyait absolument pas déprimé. Il n'avait pas de dossier, il n'était pas l'objet de menaces ou d'enquêtes. Mais qui sait hein, voilà. Mais en tout cas, il s'est suicidé. Et donc, c'est le 4e ou le 5e banquier ING qui se suicide. Hein, et c'est le premier banquier suicidé de 2015. C'est quand même incroyable. Alors que dans la semaine en mois de décembre, tu vois, on a eu Monsieur Thieu Linen, hein, qu'on a retrouvé avec sa femme. En général, les gens se suicident tout seuls, ils se suicident pas ensemble, tu vois.
Ça fait pas. Je l'ai retrouvé. Tu l'as? C'est donc ABN AMRO. Voilà, avec déjà une. Ah bah non, je me suis planté, excuse-moi. Voilà, enfin, ING, il y a non mais c'est une banque hollandaise, mais il y a des connexions, hein, parce que je sais plus qui a racheté l'autre ou quelles sont les participations croisées entre ABN et ING. En tout cas, j'ai l'article. Avec déjà une soixantaine de banquiers partis dans la fleur de l'âge, voici que Chris Van Hagen, ici s'affiche LinkedIn comme tu l'as donné, aristocrate hollandais très connu, amant d'une actrice hollandaise encore plus connue et joyeux drille type le loup de Wall Street. Et il a quitté sans prévenir sa fonction de chef des marchés au sein d'ABN AMRO en se suicidant chez lui, alors que rien ne laissait présager une telle action. Selon la presse hollandaise, il avait absolument tout pour être, selon le standard de la bête média, heureux. Femme, voiture, argent, c'est le 4e banquier avec le dossard ABN à être rappelé à Dieu. Notre lectrice Madame Wolf nous a donné l'article de Quotnet ici, donc à lire sur le blog. Merci à elle. Voilà, donc ça fait autant bon, moi je confonds toujours ABN AMRO et ING parce que elles sont très proches, elles sont hollandaises surtout. Mais ça fait beaucoup de banquiers en même temps d'ING et en même temps d'ABN AMRO qui meurent. Beaucoup de banquiers hollandais, oui. Non mais c'est très marrant ça. Hein. Ils vont finir par se rapprocher du score de la JP Morgan, hein, clairement. Hein. Je trouve ça absolument extraordinaire, quoi. Donc ça fait beaucoup de gens. Et alors, tiens, justement, vous avez vu il faut qu'on parle un peu de la Grèce. Hein. Il faut qu'on parle un peu de la Grèce parce que là, justement, j'ai une information que j'avais donnée au mois de décembre, mais qui prend une dimension extraordinaire. Elle est juste en dessous, je ne sais pas si tu la vois. La CIA en action en Grèce. Je l'ai. Hein, il faut changer le vote du 29 décembre. Parce qu'il faut expliquer que les élections législatives qui ont eu lieu vont donner une élection présidentielle dans la foulée. Hein. La constitution grecque oblige l'élection d'un président qui représente, qui n'a pas grand pouvoir, mais sans président tu ne peux pas continuer. Hein, un peu comme en Italie, quoi, un président qui a un rôle symbolique finalement. C'est-à-dire s'il n'y a pas de président, s'il y a 3 élections qui foirent, s'il n'y a pas de président, ils sont obligés de remonter et de refaire des élections législatives. Oui. C'est ce qui s'est passé là. C'est pour ça qu'on a eu des élections législatives en Grèce. C'est parce qu'ils n'avaient pas réussi à élire un autre président un nouveau président, parce que le précédent a démissionné. Je précise. Bon. Alors, ceci étant posé, si j'ose dire, vas-y, lis-le, parce que c'est... Alors là, vous allez comprendre les tenants aboutissants. Attention, écoutez bien. Un député grec du Parti des Grecs indépendants a expliqué à la presse qu'il a été l'objet d'une tentative de corruption. On m'a proposé entre 2 et 3 millions d'euros pour que je vote pour la coalition du président grec. J'ai eu 2 réunions, elles ont toutes les 2 été enregistrées. Pavlos Ailakis a également précisé que cet argent lui aurait été proposé par un homme d'affaires, pas un homme politique. Selon certaines sources, cet homme lui a précisé que le Premier ministre Antonis Samaras lui téléphonerait sous peu et lui proposerait de rejoindre un nouveau parti en cours de création. Effectivement, c'est le parti qui a fait 4%, je crois. Exactement. Donc c'est à lire sur Iceberg Mag. Merci à Aethos. De son côté, l'AP et Zero Hedge en parlent également et soulignent que seules les grandes banques... les grandes banques... Tu n'as pas fini ta phrase? Oui, je devais être vraiment très fatigué. Je fais ça à 5h du matin. Oui, en fait, que seules les grandes banques ont intérêt, voilà, c'est ça que je voulais finir, que seules les grandes banques ont intérêt à garder la coalition, parce qu'ils savaient que s'ils ne votaient pas un nouveau président, les élections seraient programmées et que l'extrême gauche, Syriza en l'occurrence, gagnerait les élections. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 3 tentatives de corruption en Grèce de députés pour influencer le vote. 3 tentatives de corruption. Oui, et avec des millions d'euros. Hein. On ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de 2 à 3 millions d'euros. Voilà. Non, non, mais je sais pas si tu réalises, c'est vraiment une bande d'enfoirés. La pourriture des hommes politiques grecs n'a d'égal que celle de l'UMP du PS. Sérieusement. C'est vrai qu'on connaissait, comment dire, l'image effectivement de classe politique corrompue de la classe grecque, mais là en tout cas ce député-là précisément, il a eu le courage en tout cas de ne pas accepter l'argent et de le dire à la presse, ce qui est déjà pas mal. Ce qui a dit peut-être que les choses changent aussi en Grèce, que voilà, la corruption, même les politiques en ont marre peut-être aujourd'hui.
Non, je pense que les députés sont toujours prêts à prendre quelques millions en mallette, etc., pour financer leurs prochaines élections. En tout cas, pas celui-ci des Grecs indépendants. Pas celui-ci, voilà, pas celui-ci. Oui, c'est vrai que pour cet élément-là révélé, combien de millions d'euros ont été versés à des politiques pour qu'ils rejoignent tel ou tel... voilà. Bien sûr. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant de voir la CIA en action. Parce que pour qu'ils en soient arrivés là, il y a eu une panique totale à la station de la CIA à Athènes. Désespérés. Ils étaient désespérés, ils ont fait une opération qui a totalement foiré, ils n'ont pas eu le temps de faire les profils psychologiques comme ils le font habituellement pour voir si le mec est susceptible d'accepter ou de pas accepter, ou de le faire chanter, tu vois. Parce qu'en général, il y a toujours une tentative de chantage. C'est comme ça qu'ils les tiennent, on en a déjà parlé ensemble. Bien sûr. Hein, voilà. Et là, ça a loupé, et donc c'est sorti dans la presse, tu vois. Bam. Mais tu vois bien que le petit parti là, qui était justement destiné à affaiblir, enfin à prendre des voix notamment à Aube Dorée, ça a quand même fonctionné. Hein. Donc ils ont bien été payés, un certain nombre des Grecs indépendants là. Voilà. Alors si tu peux donner les résultats là, juste tout en haut. Je les avais, on va les retrouver. C'est tout en haut parce que moi je le vois pas. C'est vrai que remonter sur les informations jusqu'en décembre, c'est j'ai des papiers partout là sur mon sur mon moi, bureau. je monte et je descends inlassablement la liste des articles. T'as du mal parce que moi j'ai pas pu voilà, prendre... je les ai. Donc on a Syriza avec 36,35%. Non mais remonte justement comment... Oui, d'accord, on va lire tout. Ah non mais c'est très important ça. Hein, parce que ce que les médias ne vous ont pas dit sur les élections grecques. C'est très important ça. Donc les Grecs ont voté massivement et ont dit à Bruxelles d'aller se faire voir chez les Allemands avec leur satanée austérité imposée depuis 7 ans. Seul souci pour Syriza, il lui manque 2 sièges, donc oui 149 sur 151, pour avoir la majorité à l'Assemblée. Et c'est là que les petits partis indépendants feront la différence et auront leur mot à dire. En particulier Aube Dorée, le parti d'extrême droite qui a pourtant été décapité lors d'une opération juridique illégale montée de toutes pièces. Je vous ai donné les tenants et les aboutissants ici même, puisque tu étais en Grèce à l'époque. Oui, mais ça, on l'a découvert après, hein, que tout a été acheté, que le juge a été acheté, que tout a été fait pour faire plaisir à une coalition juive. Parce que le Premier ministre grec était en conférence à New York devant, je sais plus, l'association juive enfin un truc comme ça, et il avait promis avant même qu'il soit arrêté, qu'il allait être arrêté dans les jours qui viennent. Entre autres. Mais vous avez tout ça sur leur revue de presse, hein, c'est intéressant. On s'en souvient. C'est incroyable, c'est monstrueux. Ouais. Donc contre toute attente, Chrissy Avgi, donc Aube Dorée, a recueilli plus de 6% des voix, ce qui lui donne ses 17 sièges qui compteront bien plus que ceux des autres partis. Incroyable. Imaginez surtout que c'est juste un siège de moins par rapport aux élections de 2012 et surtout que les Grecs ont voté pour la photo de Nikos Michaloliakos puisque celui-ci est en prison. Non mais attends, le bulletin de vote, t'as un mec, tu sais, derrière les barreaux. Les Grecs ont voté pour un mec qui était en prison. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Moi ça me rappelle Hitler, hein. Oui, il y a un côté comme ça, en plus, bien sûr. Aube Dorée se réclame clairement du nazisme. Il est clairement fasciste, hein, lui il est clairement national-socialiste, à Hitler, machin, bidule, à la totale. Les immigrés pendus, tout ça. Voilà, exactement. Non, mais ils ont 17 sièges, c'est ça, hein. Oui, 17 sièges, un de moins, ils en avaient 18 et ils ont incroyable, ils ont voté pour un mec en tôle. Donc ils se maintiennent malgré effectivement des gens en prison. Donc c'est pour dire oui effectivement le côté le vrai vainqueur très déchiré quoi de cette élection et de la Grèce de manière générale. Donc je lis la suite de l'article. En clair, la vraie vedette de ces élections n'est pas celle qu'on croit. Et voici une autre information que BFM et Idésinfo ne vous donnent pas. Lisez bien ceci. 23h10. Georges Papandréou, leader du mouvement des socialistes démocrates, s'en prend à Venizelos après que le leader du PASOK ait blâmé pour le succès électoral d'Aube Dorée. Stop. Tu vois, il parle de succès électoral. Succès électoral de Aube Dorée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nulle part tu l'as entendu dans les commentaires sur le week-end dernier sur Athènes. Nulle part. Donc dans une déclaration, Papandréou a accusé le Premier ministre sortant d'avoir travaillé avec Takis Baltakos, un ancien secrétaire général du gouvernement qui avait démissionné. Après avoir maintenu une ligne directe de communication avec le parti néo-nazi. Fascinant. Le fait est que Syriza n'a pas l'intention de quitter l'Europe pour le moment. Le parti, comme il l'a dit, veut juste renégocier la dette et donner les soins gratuits au peuple. Quand vous pensez que 50% des jeunes Grecs sont au chômage et que 80% des Grecs sont terrorisés à la seule idée de tomber malade, il était logique que l'équivalent du PS grec ait été balayé, littéralement, avec une telle promesse électorale donnée par l'extrême gauche.
Dimitris Koutsoupas, le numéro 1 du Parti communiste grec, a déclaré « Si ce résultat exprime la colère du peuple, il s'agit alors de faux espoirs de changement, car Syriza ne fera rien de plus que le parti actuel. Il continuera exactement la même politique. » Stop. Alors ça c'est extrêmement important parce que cette déclaration du secrétaire général du Parti communiste grec en disant que Syriza ne fera rien de plus est capitale pour, et vous allez comprendre avec les lignes qui suivent, c'est extrêmement important parce que là ça risque de leur exposer la figure, hein, Syriza. Et ils l'ont dit malgré eux un peu sur iTélé, ils disaient précisément en parlant de Syriza, le programme de Syriza est très proche de celui de François Hollande. Et ils disaient, alors c'est ce que disaient sur iTélé, hein, et après ils rigolaient entre eux en disant, oui bon s'il fait pareil que François Hollande, effectivement il n'y aura pas de grand changement. D'accord, bien voilà, vu. ils l'ont dit eux-mêmes. Ah d'accord, ouais. Voilà, c'était ça la phrase. Non, le programme, il y a un très très bon papier sur Riposte Laïque, hein, sur le site de Riposte Laïque, hein, qui a vraiment, ils ont bien décortiqué le programme de Syriza. Donc si vous voulez en savoir plus, alors c'est ouverture totale des frontières, intégration de tous les immigrés pakistanais, indiens, etc. dans la société grecque. Donc déjà rien, c'est de la folie furieuse. C'est l'équivalent du front de gauche, de ce que dit le front de gauche en bien France. Sûr, quoi. Bien sûr, si tu veux, c'est ouverture, ramener l'Afrique en France, quoi. Voilà. Là, c'est ramener toute l'Afrique en Grèce, hein, voilà. En tout cas, donner la nationalité aux étrangers. Et soins gratuits, voilà, gratuits pour tous les étrangers. Voilà. Donc, chers amis français, si vous voulez vous faire soigner gratuitement, allez en Grèce. Maintenant, avec Syriza, c'est possible. Non mais, incroyable. Je continue la lecture. Donc, que les communistes disent cela d'autres communistes. Donc, les communistes disent que Syriza ne fera rien, ne changera rien. C'est très drôle, mais cela n'augure rien de bon en vérité pour la suite des événements en Grèce. Syriza a vraiment intérêt à tenir sa parole, car dans le cas contraire, les Grecs risquent de mettre le feu à tous les partis politiques, sauf à Obdoré, et iront sortir Michaloudakis de sa cellule pour lui donner les rênes du pays. Et là, effectivement, oui, on est dans le cas hitlérien à 100%. 100%. Ah, là, on est c'est le dernier. N'oubliez jamais ça. Cette configuration des votes pour les députés d'Adolf Hitler à l'époque, c'était, en fait, ils avaient brandi la menace communiste. Hein, bien sûr. C'est très intéressant. Bien sûr. Et qu'est-ce que c'est la victoire de Syriza? C'est la victoire le retour des communistes en Europe. C'est quand même incroyable que personne ne l'ait vraiment souligné. Hein, d'ailleurs, tu as remarqué que Mélenchon, jamais, très rarement, il a prononcé le terme communisme. Il a même pas dit, non. Il a jamais dit. Il dit la gauche radicale, la gauche critique. C'est ça. Dans ce cas-là, on pourrait parler des nazis, tu sais, on parlait de comment on pourrait... un mot politiquement correct un truc politiquement... C'est la droite... la droite radicale. Oui, droite radicale. Droite radicale, c'est pas mal. Droite radicale, voilà. La droite radicale, c'est le mot politiquement correct pour ne pas dire facho, quoi. Sympathisant national-socialiste. Sympathisant national-socialiste. Avec des sympathies national-socialistes, voilà. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. C'est marrant ça. C'est vrai qu'en France, on le dit plus pour Obdoré, mais c'est vrai que Syriza. Mais t'as vu le traitement, t'as vu le traitement de part et d'autre. Hein. C'est que les Grecs votent Syriza, c'est le ras-le-bol absolument général. S'ils n'avaient pas mis Michaloudakis en tôle, aujourd'hui, il serait Premier ministre, clairement. Mais là c'est à double tranchant cette affaire, ça risque de leur exploser la figure là. C'est ce que tu écris. Selon toi, s'il a fait 6% tout en étant derrière les barreaux, cela laisse penser qu'il aurait fait au moins 25% avec une campagne normale. Donc voilà, les résultats donc, dans la nuit de l'élection, l'abstention presque 40%, parce que c'est un chiffre qui n'a pas été donné ça aussi, je sais pas si tu as remarqué. Bah justement, c'est pour ça que je l'ai donné moi. Voilà, exactement. Nous on l'a cherché aussi dimanche soir, on était à la radio avec Florent et on a parlé de l'élection en direct et on a eu beaucoup de mal à trouver le chiffre de l'abstention et il est tombé effectivement vers 3h, 4h du matin. Avant c'était dur de le trouver. Donc voilà, l'abstention 40%, ce qui est un chiffre qui en dit beaucoup quand même, parce que finalement il y a eu autant d'abstention que de votes pour Syriza, on peut le voir comme ça aussi, même un peu plus. Donc, ils avaient le choix entre la peste et le choléra, donc là 40% des Grecs ont décidé de ne pas aller voter. Oui, donc voilà, 40% n'ont pas voté, Syriza a fait 36,35%, donc 149 sièges, à 2 de la majorité absolue. Nouvelle démocratie, l'équivalent de l'UMP, a fait 27,8 avec 76 sièges, il devient donc le premier parti d'opposition après avoir été au pouvoir. Obdoré et Christiavgi a fait 6,28%, 17 sièges. Ils avaient fait 9% lors des élections européennes de 2014. Incroyable. Donc, voilà. Topotami, 6,06%. Le Parti communiste grec, le KKE, 5,48%, 15 sièges. Les Grecs indépendants, l'ANEL, 4,74, 13 sièges. Et le PASOK, ancien plus grand parti de Grèce, qui tombe... Le Parti socialiste. Le Parti socialiste, ancien plus grand parti de Grèce, qui a gouverné le pays pendant des décennies. Le PASOK s'effondre à 4,7% avec 13 sièges.
sièges. Et il devient le plus petit parti de Grèce, représenté en tout cas. C'est du délire. Non mais c'est vraiment du délire. Donc voilà, chers auditeurs, vous voyez qu'on a un traitement très différent de l'actualité grecque. C'est quand même assez stupéfiant, non? Et tu conclus, c'est très intéressant. Vous comprenez ainsi pourquoi Hollande, mais d'ailleurs pourquoi aucun président ne donnera jamais la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Trop gênant. Cependant, Jean-Luc Mélenchon et les communistes vont l'obliger d'une manière ou d'une autre à respecter cette promesse électorale s'ils veulent accéder au pouvoir à la manière de Syriza. Oui. Non mais justement, ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus, parce que là, Hollande est cuit, techniquement. Il est cuit. Mélenchon, cette affaire a donné des ailes à Mélenchon, à l'intégralité de la gauche, enfin l'extrême gauche française. Le problème de Mélenchon, c'est qu'il est victime justement de l'absence de proportionnel. Parce que le vote grec, c'est du proportionnel. Les Grecs sont plus démocratiques que nous. Le peuple est mieux représenté en Grèce qu'en France. Où on nous force toujours à choisir entre la peste et le choléra, mais au moins que pour l'Assemblée nationale, et moi je suis, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis pour une proportionnelle absolue aux élections aux législatives, pour le Parlement. C'est vrai que la situation actuelle où on a... on peut pas avoir 30%, je pense notamment au FN. On peut pas avoir... fait 20% aux élections présidentielles, mais il a 2 députés. Je pense également à Mélenchon, à l'extrême gauche. C'est pas possible qu'ils aient pas de représentants, qu'ils soient obligés toujours à faire la pute, en faisant des alliances avec le PS ou le Parti communiste pour faire élire l'un des leurs. Je te fais élire là-bas, mais toi tu me donnes le poste ici. C'est que ça, c'est des magouilles. C'est pas une représentation honnête du peuple. Au-delà de ça, la mainmise du PS et du MP sur l'Assemblée nationale et le Sénat depuis des années, elle est confortée par le fait qu'il n'y ait pas de proportionnel, qui peuvent s'arranger entre eux, évidemment. Non, mais c'est une trahison totale du peuple. Ce sont les partis qui dirigent, les partis ont été achetés par les banques. Voilà. C'est ça la réalité. Il est déjà 3 ans, on va faire une pause musicale. Une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu penses des points de FM? Et justement, c'était les Pointer Sisters sur Radio Ici et Maintenant, Jump for My Love. Et vous écoutez donc la revue de presse internationale économique avec Pierre Jovanovic aujourd'hui. On parlait des élections en Grèce, on va continuer sur la Grèce, ces élections qui chamboulent l'Europe, qui envoient des ondes de choc partout en Europe. Est-ce que tu penses, toi, à titre personnel, que Syriza va essayer au minimum de réduire l'austérité dans le pays? Est-ce que tu penses que Syriza va tenir ses promesses et va inverser la tendance en Grèce, ou est-ce que tu penses que c'est des mots en l'air et qu'on verra pas le changement en Grèce? Alors attention, il ne faut pas oublier, moi j'ai toujours dit, n'oubliez jamais que l'attaque des financiers sur la Grèce, c'est une attaque indirecte sur Moscou. Pourquoi? Parce que la Grèce est orthodoxe, de la même façon que Goldman Sachs essaie d'acheter la Serbie en ce moment, elle le fait. La Serbie est un pays orthodoxe, faut le rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin justement? C'est très intéressant d'ailleurs. Au Parlement européen, les représentants du gouvernement grec ont immédiatement demandé à l'Europe de cesser de suivre, de donner son accord pour les politiques de répression sur Moscou, justement, les politiques économiques, j'entends. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a que Syriza va aller du côté de Moscou. Très très important ça, c'est très important. Il y a un renversement d'alliance soudain. C'est ça que vous devez voir, que tu dois voir. Pour toi, avec Syriza, Moscou vient de gagner un allié en Europe, dans l'Union européenne. Attends, ils sont extrême gauche les mecs, ils sont trop de skis. Je sais pas, c'est quoi il était communiste à la base, notre ami. Il a commencé communiste, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a commencé effectivement en tant que jeune communiste, et ensuite il est rentré dans ce parti, Syriza, qui est une coalition des partis de gauche. Donc en fait, il y a quasiment tous les partis de gauche en Grèce, sauf les communistes. Oui,